Mes chers collègues, je vous propose de commencer notre audition avec Monsieur le ministre de l'Économie, des Finances et de la Souveraineté industrielle et numérique. Un certain nombre de nos collègues, puisque nous étions retenus dans l'hémicycle pour un vote solennel sur le projet de loi immigration, vont nous rejoindre. Mais pour autant, Monsieur le ministre, pouvant nous consacrer le temps jusqu'à 17h15, et de toute façon, nous avons à 17h30 l'audition avec le ministre de l'Agriculture. Donc on va essayer de perdre le moins de temps possible parce que je sais que vous aurez les uns et les autres énormément de questions à poser à Monsieur le ministre. Donc nous avons le plaisir aujourd'hui de vous entendre en votre qualité de ministre de l'Économie, des Finances, de la Souveraineté industrielle et numérique pour évoquer avec vous la stratégie de politique économique de notre pays à l'occasion du budget 2024. Nos rapporteurs des différents programmes vous poseront un certain nombre de questions sur les budgets qu'ils rapportent. Je voudrais quant à moi vous interroger sur la stratégie économique que sous-tend ce budget. Monsieur le ministre, si vous me permettez l'expression, vous êtes le ministre de tous les records. Record de longévité à votre poste tout d'abord, plus de 6 ans. Une stabilité, gage de prévisibilité pour les acteurs économiques. Mes collègues en conviendront avec moi. Mais un autre record dont vous seriez bien passé celui-là, c'est celui de la dette publique, avec un pic en 2020, l'année du Covid, et encore un ratio de 110% de notre richesse nationale projetée en 2024. Ces dépenses sont pour partie l'héritage des crises sanitaires, géopolitiques et énergétiques que nous venons de traverser et dans lesquelles nous sommes malheureusement encore embarqués. Mais certains pensent ici que c'est aussi le résultat de l'absence de ciblage des aides décidées par votre gouvernement à travers le « quoi qu'il en coûte » et le bouclier tarifaire critiqué par nombre d'économistes, par le Fonds monétaire international ou par le Conseil d'analyse économique. Ma première question, s'agissant de ce budget, est donc la suivante. Comment mettre fin, sans dommages économiques, à ces aides grossièrement taillées pour mieux les cibler et ainsi accélérer le rythme de réduction des dépenses publiques ? Toutes les aides aux entreprises sont-elles pour vous efficaces? Ne faut-il pas les réduire? Et si oui, selon quels critères? Voilà des questions que nous nous posons à l'heure où le service de la dette dépasse les 50 milliards d'euros à cause de la remontée des taux d'intérêt. C'est maintenant le 3e poste de dépense de l'État derrière l'enseignement et la défense. Et ce sera, d'ici la fin du quinquennat, le 1er poste de dépense. Ma crainte est que sans un effort sur ce plan, l'État ne soit pas bien armé pour aborder les défis futurs, à commencer par celui de la transition écologique, la numérisation de notre économie et le vieillissement démographique. Incontestablement, il existe des marges de manœuvre pour faire mieux à moyen constant grâce à une réallocation vers les dépenses les plus productives à long terme. Encore faut-il s'accorder sur ce qui accroît la productivité à long terme ou non. Et je constate que l'espace public et médiatique est depuis quelque temps déjà saturé d'objectifs politiques annoncés d'en haut, parfois directement de la bouche du président de la République, sous forme de chiffres ronds, dont nous peinons parfois à trouver l'évaluation économique sous-jacente. Production de 1 million de pompes à chaleur en 2027, de 1 million de voitures électriques à la même échéance, plantation de 1 milliard d'arbres à horizon 2030. Et dans ce budget, 10 milliards d'euros de crédits supplémentaires sont débloqués pour la planification écologique, avant même parfois d'avoir précisément défini le détail de leur affectation, ce qui revient, me semble-t-il, à prendre les choses à l'envers. Ce retour du volontarisme de l'État dans l'économie tranche avec un passé pas si lointain et forcément interroge. La fixation d'objectifs discrétionnaires fait-elle désormais office de politique économique?
Je ne nie pas l'intérêt de la planification pour organiser la transition, mais ne devrait-on pas faire davantage confiance au marché et au prix pour la transition ? On se retrouve dans une situation un brin schizophrénique où l'État anesthésie le signal prix du marché en bloquant les prix de l'énergie d'une main et donnant des stimulants de l'autre via des subventions et de la fiscalité verte pour inciter à la décarbonation. Cette volonté de l'État de tout organiser est-elle soutenable ? Comment séparez-vous ce qui relève du marché et ce qui devrait relever de la régulation économique ? S'agissant du pouvoir d'achat, vous avez amorti le choc inflationniste dans un premier temps avec succès, puisque l'inflation avait jusqu'à présent été mieux contenue ici que chez nos grands voisins européens. Mais en octobre 2023, selon Eurostat, la situation est inversée et la hausse des prix est de 4,5% en France contre 2,9% au sein de la zone euro. L'État a-t-il donc engagé des moyens importants qui auraient eu pour seul effet de décaler le problème dans le temps ? Nous venons de discuter la semaine dernière de votre projet de loi sur les négociations commerciales en CMP. Et je dois dire que l'examen de ce texte nous a laissé pour le moins dubitatifs sur l'ensemble des rangs de cet hémicycle. Nous sommes le seul pays d'Europe qui réglemente ces négociations commerciales. Avec le recul, estimez-vous que le bilan des différentes lois Egalim est positif? Et comment justifiez-vous cette singularité française? Avant de vous céder la parole, Monsieur le Ministre, j'aurai enfin une dernière question sur un autre triste record, celui de notre déficit commercial. On s'y serait presque habitué s'il n'avait atteint en 2022 un niveau inédit depuis, entendez-vous bien, l'année 1949. 2023 se traduit certes par une réduction de ce déficit par rapport à 2022 grâce à un dégonflement des prix de l'énergie. Mais comment, Monsieur le Ministre, expliquez-vous, vous qui communiquez volontiers sur l'attractivité retrouvée de la France en matière d'investissement, que l'on puisse voir les relocalisations et la réindustrialisation partout dans la communication du gouvernement, sauf dans les statistiques de notre commerce extérieur? Voilà, Monsieur le Ministre, je vous cède la parole bien volontiers pour répondre à ces quelques questions. Et ensuite, nous commencerons bien sûr par nos collègues qui sont commissaires et rapporteurs pour avis sur la mission économique, mais également par le président de la délégation aux entreprises. C'est à vous, Monsieur le Ministre. Merci beaucoup, Madame la Présidente, Mesdames, Messieurs les sénateurs. Je voudrais d'abord vous féliciter, Madame la Présidente, pour votre élection à la tête de cette commission essentielle. Et vous me permettrez de remercier votre prédécesseur pour la qualité du travail qui a été fait avec elle, pour le professionnalisme et la rigueur de ses analyses, qui ont souvent été sans concession, mais c'est comme ça que je conçois l'efficacité du débat entre le Parlement et le gouvernement. Donc je considère que vous avez été une grande présidente de la Commission des affaires économiques et je tenais à vous en remercier. Je commencerai par répondre aux questions qui m'ont été posées par la nouvelle présidente avant de vous donner, mais les deux vont se rejoindre, les lignes de notre politique économique et puis répondre évidemment à toutes les questions que vous auriez à me poser. Vous avez parlé, Madame la Présidente, de stabilité et de prévisibilité. Je crois que rien n'est plus précieux en matière de politique économique. Et ce n'est pas simplement lié à ma longévité dans mes fonctions, c'est surtout lié à la constance de notre politique économique. Nous avons mis en place, avec le Président de la République depuis 2017, une politique de l'offre et nous maintiendrons une politique de l'offre dans les années qui viennent. Pour des résultats qui sont évidents et donc pour une raison qui est très simple, c'est que la création d'emplois, la création d'entreprises et surtout, ce qui me tient le plus à cœur, la réindustrialisation du pays,
ont été permises par cette politique de l'offre. Nous ne varierons donc pas de la ligne directrice qui a été fixée par le président de la République en 2017, fixée à nouveau au moment de son élection en 2022, soutenir les entreprises, soutenir l'activité et permettre de développer l'emploi sur notre territoire. Quels sont nos objectifs? Il y a un objectif chiffré, le plein emploi, 5% de taux de chômage, et il y a un objectif plus politique, redevenir une grande nation de production. Quand je regarde les années et les décennies passées, je pense que l'erreur majeure qui a été commise à la fois par la France et par l'Union européenne de manière générale, mais plus particulièrement par la France, c'est d'avoir abandonné sa production, industrielle ou agricole. Nous sommes la nation développée qui a le plus délocalisé ses activités économiques, qui a le plus abandonné ses ouvriers, ses usines, ses compétences, ses savoir-faire, avec à chaque fois des raisonnements totalement fallacieux qui ont conduit la France droit dans le mur. Nous nous sommes engagés dans la voie de la réindustrialisation. Notre objectif doit être de redevenir une grande nation de production industrielle et agricole. Et c'est la première réponse que j'apporterai à la question du déficit commercial. Je pourrais m'abriter derrière les prix de l'énergie, la facture de l'énergie. Ils expliquent en grande partie l'explosion du déficit commercial. Mais je pense qu'il est plus intéressant de regarder la balance des paiements et de s'apercevoir que si vous rajoutez les services, nous sommes proches de l'équilibre. Alors que si vous vous en tenez aux biens manufacturiers, nous sommes effectivement déficitaires. C'est la preuve par A plus B que la France n'est plus, depuis plusieurs décennies, une grande nation de production et qu'il est indispensable, comme nous l'avons fait depuis 2017, de redevenir cette grande nation de production que nous avons été depuis plusieurs siècles. Nous avons ensuite, depuis 2017, eu à affronter deux crises historiques. La première, c'est la crise du Covid. Je rappelle que c'est l'effondrement du PNB le plus important en France depuis 1929. Ce n'est pas une crise que vous effacez comme cela d'un revers de la main. Cela prend du temps. J'estime que nous avons fait face, protégé avec efficacité, et que les dépenses qui ont été engagées pour protéger les entreprises, les industries, les commerces, les restaurants, les hôtels, étaient des dépenses justifiées et nécessaires. Et d'ailleurs, beaucoup d'entre vous ici me réclamaient parfois, non pas de faire moins, mais de faire plus pour ces entreprises. Si nous ne l'avions pas fait, nous n'aurions pas été la première nation en Europe à retrouver le niveau d'activité économique d'avant-crise, et surtout la France serait un champ de ruines économiques. Une fois qu'un restaurateur, qu'un entrepreneur, qu'un industriel a fermé, pour rouvrir boutique, ça prend du temps. Je pense que c'est un bon investissement que de protéger dans ces circonstances. La deuxième crise historique, c'est l'inflation. La crise inflationniste que nous avons connue est la plus grave que la France ait eu à subir depuis les années 70. Nous sortirons de cette crise inflationniste en moins de 2 ans. Et nous aurons eu en France un niveau d'inflation cumulé le plus faible des grandes économies de la zone euro. Pourquoi ? Tout simplement parce que nous avons mis en place des boucliers tarifaires sur l'énergie, sur le gaz, qui nous ont évité des niveaux d'inflation qui auraient été insupportables pour nos compatriotes. D'autres nations européennes ont eu à connaître des niveaux d'inflation de 15, 16, 20, 25%. Ça n'a pas été le cas en France et je pense que c'est préférable de s'éviter des niveaux d'inflation aussi brutaux. L'inflation crée de la pauvreté. C'est inéluctable. L'inflation augmente les inégalités. C'est inéluctable. Et il n'y a pas d'exception dans l'histoire économique à ces règles-là. L'inflation touche les plus fragiles, ceux qui ont les revenus les plus modestes. Nous le savons tous. Et c'est bien pour cela que nous avons pris ces décisions. Nous savions que l'inflation allait pénaliser les plus faibles et les plus modestes. Nous savions que l'inflation pouvait augmenter le taux de pauvreté dans notre pays et augmenter les inégalités. Donc nous avons fait le choix de mettre en place des protections qui ont amorti le choc. Peut-être pas suffisamment, on peut toujours en débattre, mais nous avons fait ce choix de protéger les plus modestes contre la crise inflationniste avec le bouclier tarifaire sur l'électricité et sur le gaz. Maintenant, nous rentrons dans une période normale, une période où l'activité économique n'est plus menacée par une inflation galopante. Nous sommes en train de sortir de la crise inflationniste et où il n'y a plus d'effondrement de l'activité économique comme pendant la crise du Covid. Donc il faut rétablir les finances publiques. Lorsqu'on revient à la normale, il est indispensable de rétablir les finances publiques.
Autant il était légitime, pendant le Covid, pendant l'inflation, de protéger nos compatriotes, autant il serait irresponsable de maintenir ces dispositifs de précaution et de protection au moment où nous revenons à la normale. Encore plus irresponsable au moment où les taux d'intérêt ont pris plus de 200 points de base en l'espace de quelques mois et où ils approchent sur les dettes à 10 ans 3,5 et 3,6%. Tout ce que vous prenez comme engagement financier supplémentaire, tout ce que vous levez comme dette supplémentaire a un coût qui est infiniment plus important avec ce niveau de taux d'intérêt. J'ai constaté ce matin que même un grand économiste avec lequel il m'est arrivé de débattre à plusieurs reprises, Olivier Blanchard, qui estimait qu'on pouvait s'endetter et tenter plus, est revenu sur sa position. Et je salue la nouvelle position qui a été prise par Olivier Blanchard, qui a évolué sur ce sujet et qui indiquait qu'on ne pouvait pas s'endetter, tenter plus. C'est exactement ce que je défends depuis des mois. J'ai tiré la sonnette d'alarme il y a 1 an en disant que la France était à l'euro près, que nous avions atteint la cote d'alerte. Je ne cesse de demander des économies supplémentaires et de proposer des économies supplémentaires. Et je tiendrai cette ligne-là, Madame la Présidente, je veux vous rassurer, de retour à l'équilibre des finances publiques. Ça n'est pas négociable. Car ce serait irresponsable de continuer à dépenser de l'argent alors même que nous devons rétablir les finances publiques et investir dans des investissements indispensables. Je pense à la sécurité, la guerre est de retour sur le sol européen, et évidemment la décarbonation de notre économie, la transition climatique, qui a un coût très élevé. Si nous voulons financer ces 2 priorités, il faut savoir faire des économies ailleurs. Mais on ne peut pas rajouter de la dépense à la dépense, ce serait suicidaire pour les comptes publics français, ce serait suicidaire pour la nation française. Je veux une nation forte, et une nation forte a des comptes publics bien tenus. Enfin, vous m'avez interrogé sur 2 sujets particuliers qui sont Egalim. J'ai répondu sur la question du déficit commercial. Oui, c'est une singularité française, Egalim. Mais je pense que c'est une bonne singularité. C'est une singularité qui vise à protéger les revenus des producteurs. Et qui, dans le fond, est le miroir de cette autre singularité française, qui est l'agriculture française, avec des produits de qualité, des produits haut de gamme, des produits qui demandent du temps, du savoir-faire, pour être réalisés dans les meilleures conditions possibles. Ça n'est que justice de protéger le revenu des producteurs agricoles. J'ai été 3 ans ministre de l'Agriculture, je suis favorable à tous les dispositifs qui permettent de protéger le revenu de nos agriculteurs. Alors certains disent qu'il faut toujours le prix le plus bas possible, mais c'est bien le cœur du débat, c'est un magnifique débat politique. Est-ce qu'il faut le prix toujours le plus bas possible, quitte à ce qu'il n'y ait plus de producteurs et qu'on importe tout? Ça a été pendant longtemps la politique de la France et de l'Europe. Ou est-ce qu'on admet qu'il peut y avoir une protection du revenu du producteur, des prix qui soient plus élevés, mais des productions qui restent en France? Eh bien moi je m'inscris résolument dans le 2e choix. Oui, c'est plus cher de produire des véhicules électriques en France. Mais ils respecteront mieux les normes européennes, ils respecteront mieux les règles environnementales et ils seront produits avec du savoir-faire français sur le territoire français, avec des ouvriers français et des ingénieurs français, sans avoir fait 6 000 ou 7 000 km avant d'arriver sur notre sol. Tout cela a un coût. C'est le coût pour rester une grande nation de production. Je reviens sur notre politique économique de manière plus globale pour insister sur les résultats que nous avons obtenus. Des résultats en termes de croissance. Je rappelle que notre croissance cumulée de ces 6 dernières années est plus élevée que celle de tous nos principaux partenaires européens, Allemagne, Italie, Espagne, Royaume-Uni. Cette solidité se manifeste encore dans cette année 2023. On nous prédisait la récession. J'ai toujours indiqué que nous ferions 1% de croissance. Nous ferons 1% de croissance. Ça me donne un tout petit peu de légitimité pour défendre mon 1,4% de croissance de l'année suivante. Tout cela, je le redis, alors que nous sortons de l'une des pires crises inflationnistes de notre histoire récente. Nous avons également obtenu des résultats en termes d'attractivité pour la 4e année consécutive. La France est le pays européen le plus attractif pour les investissements étrangers. 13 milliards d'euros d'investissements annoncés lors du précédent sommet Choose France au printemps dernier. Attractivité qui concerne tous les secteurs. La finance, la place de Paris est devenue la nouvelle grande place financière européenne.
honnêtement, ça n'était pas écrit il y a encore quelques années. La technologie, avec 27 licornes, en avance sur nos 25 licornes qui étaient notre objectif pour 2025. L'industrie sur laquelle je reviendrai. Enfin, cette attractivité, elle se traduit en emplois. 2 millions d'emplois depuis 2017 ont été créés et un taux de chômage avec 7,2%, taux le plus bas depuis 40 ans. Avec cette croissance, avec cette attractivité, nous avons obtenu des résultats en termes de réindustrialisation. Solde net de 300 ouvertures d'usines depuis 2017, alors même que nous détruisions des usines dans les décennies passées. Création donc de 2 millions d'emplois, dont 100 000 emplois industriels, et ouverture de nouvelles filières, comme celle des batteries électriques, avec l'ouverture de 4 gigafactories au total dans les années qui viennent, et de production de semi-conducteurs. Maintenant, nous sommes au milieu du gué, et il faut transformer l'essai industriel et transformer l'essai sur la politique de l'emploi. J'ai eu l'occasion de le dire, on pourra avoir un débat sur ce sujet-là. Le plein emploi ne va pas tomber du ciel. Je n'y crois pas une seconde. Et nous n'allons pas arriver mécaniquement à 5% de taux de chômage. Dans le fond, si on était un tout petit peu provocant pour animer le débat politique, nous sommes déjà au plein emploi en France, à modèle social constant. 7%, c'est le plein emploi à modèle social constant. Si nous voulons véritablement parvenir à 5%, il faudra que notre modèle évolue sur plusieurs points. D'abord, il doit évoluer sur la formation et sur la qualification. Les décisions qui ont été prises par le président de la République sur le lycée professionnel sont indispensables pour orienter les jeunes vers les filières dans lesquelles on recrute, pour ne plus avoir tous ces emplois, qu'ils soient des emplois de couvreurs ou de soudeurs, qui ne sont pas pourvus, tout simplement parce qu'on n'a pas orienté les jeunes vers les emplois qui étaient disponibles. Il faut qualifier, et notamment qualifier les plus âgés. Et on doit faire beaucoup mieux pour la politique de qualification et de formation des personnes les plus âgées. Plus les révolutions technologiques vont vite, plus il faut qualifier ceux qui ont 10 ans, 20 ans ou 30 ans d'ancienneté de leur entreprise. C'est une priorité absolue. C'est ça le premier changement du modèle social que j'appelle de mes voeux et que nous commençons à mettre en œuvre avec la réforme du lycée professionnel. Qualifier plus, qualifier mieux, former davantage, pour avoir une population active qui corresponde aux besoins des entreprises et aux révolutions technologiques en cours. Deuxième changement de notre modèle que j'appelle de mes voeux et qui me paraît nécessaire, c'est la mobilité des Français. Sujet extraordinairement difficile qui suppose de s'attaquer à la question du logement, en particulier dans les zones tendues. Je suis preneur de toutes vos propositions sur le sujet. Mais je constate simplement, en me déplaçant comme vous beaucoup dans le pays, que l'un des obstacles majeurs au recrutement dans les zones qui sont déjà quasiment au plein emploi, c'est le logement, c'est le coût du logement, c'est l'accès au logement, notamment pour les jeunes qui démarrent dans la vie. Nous devons avoir une politique du logement qui favorise l'emploi. Enfin, troisième chose, c'est notre politique d'accompagnement, d'indemnisation du chômage. Nous devons regarder si les règles actuelles d'indemnisation du chômage nous permettent, oui ou non, de parvenir au plein emploi. Voilà les 3 éléments sur le modèle social français que nous devons interroger si nous avons vraiment la volonté sincère, au fond de nous-mêmes, de passer de 7 à 5% de taux de chômage, c'est-à-dire arriver au plein emploi en France, ce qui n'est pas arrivé depuis un demi-siècle. Donc si ça n'est pas arrivé depuis un demi-siècle, ça veut dire qu'à modèle constant, vous n'y arriverez pas. Et c'est maintenant qu'il faut prendre les décisions nécessaires pour tenir l'objectif fixé par le président de la République de 5% en 2027. C'est ma première priorité. La deuxième, c'est la réindustrialisation. Il est essentiel de se saisir de l'opportunité de la transition climatique et de la décarbonation de l'économie pour réindustrialiser. Le choix, il est très simple. C'est à nouveau être une grande nation de consommateurs ou être une grande nation de producteurs. On peut très bien importer tout l'hydrogène vert du Maroc, des pays du Maghreb, des pays du Golfe, ou on peut vouloir produire de l'hydrogène vert en France. Ce n'est pas la même politique, ce n'est pas les mêmes investissements. Je souhaite évidemment que nous produisions au moins une partie de notre hydrogène vert en France, avec des électrolyseurs en France, en nous appuyant sur les grandes entreprises comme Air Liquide ou sur les PME comme Life qui émergent aujourd'hui et qui sont extraordinairement performantes. Même chose pour les véhicules électriques. Je préfère qu'ils soient produits sur le territoire français,
et que nous nous donnions les moyens, comme nous l'avons fait, de les produire en France, qui suppose d'avoir des batteries sur notre territoire, 4 Gigafactory, d'avoir des dispositifs de recyclage des batteries en France, nous y travaillons, de travailler sur la production d'anodes et de cathodes sur le territoire et d'avoir une politique d'accès aux terres rares, notamment au lithium, qui nous permet d'être indépendants aussi sur les terres rares qui, je le rappelle, sont en moyenne à 60% aux mains des Chinois aujourd'hui. J'ajouterai tout ce qui concerne les semi-conducteurs. Je reviendrai sur la question de l'intelligence artificielle, mais cette réindustrialisation verte doit nous permettre d'être la première nation décarbonée en Europe à horizon 2040. Et n'hésitons pas à dire que cette politique de réindustrialisation, elle suppose aussi de savoir nous défendre à armes égales. Moi, je suis évidemment favorable à un commerce qui soit équitable et réciproque. Mais je ne suis pas favorable à un commerce mondial dans lequel tout le monde respecte les règles, à l'exception de la Chine et des États-Unis. Ou un commerce mondial, vous pouvez renverser les choses, dans lesquels les pays européens sont les seuls à respecter les règles d'un jeu auquel les autres grands continents n'adhèrent plus. Il y a une théorie des jeux qui dit que celui qui perd systématiquement dans un jeu, c'est celui qui continue à respecter des règles qui ne sont plus appliquées. Je constate que Chine et États-Unis réservent leurs aides budgétaires à des produits industriels qui sont réalisés sur leur sol. Moi, il me semble qu'en prenant les normes environnementales, il est légitime de réserver les aides à des productions qui sont réalisées sur le sol européen. Et que quand on donne des aides aux véhicules électriques, des bonus qui, je le rappelle, vont jusqu'à 7 000 € par véhicule, ce n'est pas de la roupie de Sansonnet, c'est 7 000 € par véhicule. Je préfère que ces 7 000 € aillent à des véhicules qui sont produits dans des conditions environnementales les plus strictes de la planète. Ça tombe bien. Ce sont les conditions européennes. Troisième priorité au-delà de la réindustrialisation, c'est celle de l'innovation et de l'investissement dans l'intelligence artificielle, dans le calcul quantique et dans les révolutions qui sont en cours. Nous avons eu il y a quelques jours un sommet très intéressant à Londres autour du Premier ministre Rishi Sunak sur l'intelligence artificielle. Je vais vous dire ce que je retiens de ce sommet. Dans le fond, nous sommes, si nous n'y prenons pas garde, confrontés au risque de voir demain l'Europe être à nouveau consommateur de l'intelligence artificielle générative américaine, comme elle a été depuis 40 ans consommateur du digital américain. Dans les années 90, nous avons manqué la révolution digitale. Nous avons laissé émerger les champions mondiaux du digital, que vous connaissez bien et que vous utilisez tous. Les Google, les Amazon, les Facebook. Et après, nous sommes arrivés après la cavalerie en disant maintenant, il faut réguler tout ça. Moi, je soutiens cette régulation, je pense qu'elle est très bonne. Mais je préfère que nous ne soyons pas uniquement un continent de régulation, mais aussi un continent d'innovation. Et je vais même pousser la réflexion plus loin. Je pense que vous ne pouvez pas réguler une innovation que vous ne maîtrisez pas quand vous parlez d'intelligence artificielle. Car vous arriverez trop tard avec des machines, des algorithmes, des supercalculateurs qui tourneront avec des données et une culture qui ne seront pas la vôtre. Donc j'estime qu'il est indispensable dans notre politique économique d'investir aussi massivement à l'échelle nationale et européenne dans l'intelligence artificielle pour pouvoir demain disposer d'un chat GPT à l'européenne et pas uniquement à l'américaine ou à la chinoise. Un tout dernier mot enfin pour dire qu'une économie, pour fonctionner, a besoin d'énergie. Et que cette énergie, c'est de l'électricité décarbonée au coût le plus bas possible. C'est un des atouts compétitifs majeurs de la France. C'est la raison pour laquelle, je pourrais y revenir si vous le souhaitez, je me félicite de l'accord que nous avons trouvé après des mois de négociations, 1 an pour être tout à fait précis, avec EDF, sur le prix de l'électricité pour garantir à toute l'économie française dans les décennies qui viennent un accès sûr à une électricité décarbonée à un coût qui sera un des plus compétitifs en Europe. Merci beaucoup, Monsieur le Ministre. Vous n'avez peut-être pas répondu à ma question sur les aides aux entreprises. Sont-elles toutes efficaces ou en tout cas aujourd'hui, est-ce qu'il faut réfléchir à les réduire ou à mieux les sélectionner? Mais peut-être que le président de la délégation aux entreprises y reviendra lorsque on posera la question, si vous voulez d'ores et déjà y répondre, sur la question de ces aides aux entreprises.
je pense que les aides aux entreprises, comme toutes les aides publiques, méritent à chaque fois d'être examinées attentivement par le Parlement. C'est son premier rôle, et que nous en tirions les conséquences. Je vous donne un exemple très concret. Les allègements de charges. Je suis évidemment favorable aux allègements de charges qui garantissent la compétitivité du coût du travail français par rapport aux grands voisins européens. Mais nous devons avoir l'assurance que ces allègements, qui se chiffrent en dizaines de milliards d'euros, donnent les résultats attendus en termes d'emploi et en termes d'embauche. Il se trouve que deux parlementaires, l'un de la majorité et l'autre de l'opposition, ont fait un rapport très précis sur les allègements de charges entre 2,5 et 3,5 SMIC. J'estime que ces allègements restent nécessaires pour garantir la compétitivité de l'industrie française par rapport à l'industrie allemande. J'estime en revanche qu'avec l'inflation, l'indexation du SMIC à la fois sur le niveau moyen des salaires et sur l'inflation, cela a généré des effets distorsifs très importants pour les entreprises dans les bas de grille, dans les bas de salaire. Et par conséquent, il est légitime de geler le bandeau dit famille entre 2,5 et 3,5 SMIC. Et que maintenir exactement l'indexation sur l'inflation de ce bandeau entre 2,5 et 3,5 SMIC serait une aide aux entreprises disproportionnée par rapport aux résultats attendus. Donc voilà un exemple très concret sur lequel le gouvernement a pris position. Nous sommes favorables au gel du bandeau famille entre 2,5 et 3,5 SMIC. Ça représente 800 millions d'euros de dépenses, c'est pas rien. Et je pense qu'on gardera exactement la même compétitivité par rapport à nos partenaires, notamment allemands. Merci. Donc, on va commencer par nos rapporteurs pour avis de la mission économie, puis le président de la délégation aux entreprises. Donc, on va donner la parole à Sylviane Noël, Anne-Catherine Loisier, Franck Montaugé, Martine Berthet et Olivier Rittmann. Soyez, s'il vous plaît, assez concis, parce que sinon, l'ensemble de nos collègues n'auront pas le temps de poser toutes les questions qu'ils s'apprêtent à vous poser. Sylviane. Merci Madame la Présidente. Monsieur le Ministre, l'artisanat d'art représente plus de 3 millions d'actifs en France. La stratégie nationale pour les métiers d'art lancée fin mai conjointement avec le ministère de l'économie et de la culture est donc une bonne nouvelle. Cela faisait des années que l'artisanat ne faisait l'objet d'aucune politique publique unifiée. Cependant, seulement 3,5 millions d'euros sont dédiés à la mise en œuvre du volet économique de cette stratégie au PLF 2024. Et en dehors des métiers d'art, le soutien au secteur de l'artisanat est quasiment inexistant depuis 2019 et la disparition des FISAC. En parallèle, les chambres de métiers d'artisanat se voient amputées de 60 millions d'euros de recettes de taxes pour frais de chambre d'ici 2027. Dès lors, Monsieur le Ministre, quelle politique de soutien à l'artisanat défendez-vous? Je profite également de ce temps d'échange pour vous alerter, Monsieur le Ministre, sur la question du respect des délais de paiement interentreprises. Comme vous le savez, ce respect est indispensable à la compétitivité et à la viabilité des entreprises, particulièrement des PME. Or, au cours des auditions que j'ai menées, la DGCCRF m'a alerté sur une recrudescence des retards de paiement de plus de 30 jours qui sont souvent le fait de grandes entreprises. Ces pratiques sont clairement exacerbées par l'inflation. Pour vous donner un ordre d'idée, au premier semestre 2023, la DGCCRF a lancé ou mené à bien des procédures de sanctions administratives pour un total de 30 millions d'euros d'amende pour 224 entreprises. Malgré des capacités financières conséquentes, ces grandes entreprises participent à d'importantes rétentions de trésorerie des PME qui, du fait, les pénalisent. La DGCCRF a par exemple sanctionné Veolia à hauteur de 1,6 million d'euros, Nexan à hauteur de 850 000 euros ou encore McDo à hauteur de 200 000 euros. Ne serait-il pas temps de faire évoluer les sanctions financières encourues face à de telles pratiques pour les rendre réellement dissuasives? Je vous remercie. Anne-Catherine Loisier. Merci Madame la Présidente. Monsieur le Ministre, je ne résiste pas quand même sur le sujet rapidement des Galim. Vous avez réaffirmé votre volonté de protéger les revenus des producteurs. Pourtant, dans la dernière loi que nous avons examinée sur les négociations commerciales, on renverse complètement la logique puisqu'on donne la main aux distributeurs pour mieux mettre la pression sur leurs fournisseurs. Ces mêmes distributeurs qui, par ailleurs, contournent la loi française en développant des centrales d'achat à l'étranger. Donc, si vous pouvez nous redire la cohérence de la réflexion par rapport à ça, ce serait intéressant. Mon sujet au niveau des rapports budgétaires, va revenir sur le sujet sur le point du France très haut débit.
et notamment sur le volet du financement des raccordements complexes. Puisqu'en fait, nous le savons tous et nous nous en félicitons, le plan France Très Haut Débit se déploie relativement bien sur nos territoires. Néanmoins, il reste ce sujet majeur des raccordements complexes, à la fois sur le domaine public et sur le domaine privé. Une première enveloppe de 150 millions a été débloquée sur 2 ans, mais nous constatons lors de ce budget qu'elle ne sera pas renouvelée en 2024, alors que la grande majorité de ces raccordements complexes n'ont pas été pris en compte à ce jour. Pour l'ensemble des professionnels, c'est le principal obstacle aujourd'hui à la bonne finalisation du plan France Très Haut Débit. Donc, comment expliquez-vous l'absence de budget dédié aux raccordements complexes dans le projet de budget 2024? Et si pour vous, la reconduction d'une enveloppe dédiée n'est pas la bonne solution, que proposez-vous par ailleurs? On nous parle d'un véhicule financier qui pourrait être proposé aux collectivités territoriales via la Caisse des dépôts. Donc, qu'en est-il? Et puis, pour finir, rapidement, une question sur le financement des conseillers numériques dans les maisons France Service qui inquiète et qui préoccupe de plus en plus de nos collègues élus locaux, puisqu'il y avait un abondement et un soutien massif les premières années qui semble aujourd'hui diminuer de manière importante et qui remet en cause la pérennité de ces postes. Merci. Franck Montaugé. Merci Madame la Présidente, merci Monsieur le Ministre. Vous l'avez évoqué très rapidement. Est-ce que vous pourriez nous présenter les éléments principaux de l'accord qui est intervenu avec EDF sur les prix et la structuration du marché post-ARENH? Et qu'est-ce qui va en résulter pour les consommateurs et les entreprises en particulier? Bon, le post-ARENH, c'est 2026. Pendant les 2 années à venir, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on reste dans un statu quo avec les difficultés que l'on sait pour les particuliers, les entreprises et les collectivités locales? Je vous pose la question. Concernant, vous vous félicitez de l'implantation de Gigafactory, c'est effectivement de l'emploi en plus, mais on a eu le débat lors de la discussion de la loi Industrie verte. Qu'est-ce que vous faites de spécifique pour les investissements des ETI, des PME et autres TPE sur tous les territoires qui contribuent en fait à la chaîne de valeur globale. Question complémentaire, nous parlons beaucoup de transition écologique, de renforcement de l'attractivité économique de nos territoires. Je voudrais savoir quelle est votre politique exactement par rapport au crédit d'impôt vert. Comment vous le mobilisez? Est-ce que vous le conditionnez à des actions particulières de la part des entreprises qui pourraient en bénéficier? Quelle est votre politique à cet égard? Voilà. Je termine juste sur un point par une réaction. Vous avez évoqué ChatGPT. Moi, avec d'autres, hélas, j'ai l'impression que c'est mort, ce sujet, et qu'on va une fois de plus courir en gros après les Américains. Voilà. J'ai l'impression qu'on n'a pas tiré les leçons de l'épisode précédent relatif à la numérisation et la numérisation des marchés en particulier. C'est assez regrettable et c'est surtout dommageable pour l'économie française et européenne. Merci Franck. Martine Berthet. Oui, merci Madame la Présidente. Monsieur le Ministre, vous nous disiez que le soutien à l'industrie est une de vos priorités. Alors, deux questions par rapport à ce soutien. Vous parliez des allègements gelés au niveau de 2023 pour les charges sociales des entreprises. L'UIMM évalue à un coût de plus de 140 millions d'euros cet allègement par an. Voilà, donc est-ce que cela ne vient pas contredire ce soutien? Et sur le deuxième point, l'accord avec entre EDF et le gouvernement pour un coût de l'électricité à 70 €, il me semble. C'est très bien, mais les industriels électro- et hyper-électro-intensifs ont besoin d'un coût moindre pour rester compétitifs avec la Chine et les États-Unis. Vous en parliez également tout à l'heure. Donc, est-ce que ce coût peut être vu à la baisse ?
notamment dans le cadre des contrats long terme. Le coût est évalué par la CRE à 60 €. Et qu'en sera-t-il de toute façon pour 2024 et 2025 ? Je vous remercie. Merci. Et pour terminer, avant que le ministre ne réponde, le président de la délégation aux entreprises, Olivier Rietmann. Merci Madame la Présidente. Monsieur le ministre, une fois encore, ce projet de loi de finances qui promet une réduction de la dépense publique est un beau trompe-l'œil. À rebours de vos promesses, il prévoit notamment de nouveaux prélèvements sur les entreprises. Quelle surprise! La liste est longue, mais je ne citerai que 2 exemples. L'augmentation du versement mobilité des entreprises franciliennes de près de 400 millions d'euros. Le décalage dans le temps de la réforme des impôts de production, qui était une réforme pourtant indispensable à notre compétitivité et qui avait enfin été actée après des années de tergiversation. Avec les différentes mesures du PLF et du PLFSS et les récentes décisions de la Cour de cassation, le coût du travail en France pourrait être renchéri de près de 4 milliards d'euros dès l'année prochaine. Les organisations patronales ont d'ailleurs tiré la sonnette d'alarme jeudi dernier devant la délégation aux entreprises que je préside. Nous apprenons en outre que votre gouvernement prépare pour ce PLF 2024 une réforme du pacte Dutreil. Au-delà d'une simple mesure antifraude dévoilée par voie d'amendement à l'Assemblée nationale, il s'agirait en réalité d'aller beaucoup plus loin, de n'appliquer l'allègement fiscal qu'à seulement 15% de la trésorerie d'une entreprise. Charge à l'administration fiscale de décider du sort du reste. Très rassurant pour nos entreprises. Comment pouvez-vous imaginer séparer ainsi le patrimoine de l'entreprise de sa trésorerie et transmettre l'un dans des conditions différentes de l'autre? C'est un non-sens total et une boîte de Pandore pour le contentieux juridique. Le pacte Dutreil est pourtant un outil indispensable pour assurer la transmission de nos PME et ETI familiales. La moitié d'entre elles devraient être transmises dans les 10 ans à venir. L'enjeu n'est ni plus ni moins que la survie de notre tissu économique à ce changement générationnel. Ma question, Monsieur le Ministre, pouvez-vous nous dire clairement si vous avez effectivement l'intention de mener une telle réforme qui passerait par amendement et donc ne comporterait aucune étude d'impact sérieuse préalable? Si tel est le cas, je vous demanderai d'associer à vos travaux au plus vite le Sénat qui a travaillé sur ce dispositif et qui formule des propositions autrement plus urgentes et pertinentes que celles qui figurent dans cet amendement. Je vous remercie. Merci Olivier. Voilà, Monsieur le ministre, je vous propose de répondre à l'ensemble de ces questions déjà. Merci Madame la Présidente. Je vais commencer par la dernière question, celle d'Olivier Rietmann, pour le rassurer tout de suite. Il n'est pas du tout dans les intentions du gouvernement de faire une nouvelle réforme du pacte Dutreil. Que les choses soient bien claires. J'ai porté, c'est le mérite de la constance et de la durée qu'a eu la gentillesse de rappeler Dominique Estrosi Sassone. J'ai eu l'occasion de présenter une réforme en profondeur du pacte Dutreil en 2018. Ce n'est pas pour la détricoter 5 ans plus tard. Qu'il y ait des abus ici ou là, parfaitement documentés, oui. Qu'il faille contrôler ces abus, oui. Qu'il faille ensuite engager une nouvelle réforme en profondeur du pacte Dutreil, non. Le pacte Dutreil permet de garantir la transmission des entreprises familiales. Je suis attaché au capitalisme familial, donc il n'est pas question d'engager une nouvelle réforme en profondeur du pacte Dutreil. Je partage aussi votre préoccupation sur la décision de la Cour de cassation. Elle s'impose à tous. Mais je partage votre préoccupation sur les risques que cela fait peser sur le coût du travail. Enfin, je vais vous répondre avec la même franchise sur les 2 autres questions. Sur la CVAE, je rappelle que 1 milliard d'euros, c'est la baisse d'impôt la plus importante de ce PLF 2024. Nous sommes dans des temps budgétaires difficiles. Et ma responsabilité est de prendre des décisions difficiles, y compris avec les entreprises. Donc je revendique cette décision, je l'ai déjà expliqué à plusieurs reprises aux industriels concernés. Je ne peux pas faire 4 milliards d'euros de baisse d'impôts d'un coup dans la situation budgétaire où nous sommes. Ce serait à la fois irresponsable et injuste. Donc nous allons étaler cette baisse de CVAE sur 4 ans. Si nous pouvons le faire plus rapidement parce que la conjoncture est meilleure, nous le ferons. Je reste un fervent défenseur de la suppression de ces impôts de production qui pèsent trop lourdement sur notre industrie, mais je le fais au rythme que m'autorisent nos comptes publics. Quant au versement mobilité, chacun sait quelle est ma position et chacun sait ce que je pense de l'accord qui a été conclu entre la présidente de la région Île-de-France et le gouvernement sur ce sujet. Je ne suis pas favorable à ce qu'on augmente par un biais ou par un autre les impôts de production dans notre pays. Ces 400 millions d'euros, c'est beaucoup. Et si nous voulons rouvrir
de la production des usines dans notre pays, il faut éviter les solutions qui font peser sur la production française des charges fiscales trop lourdes. Sylviane Noël, sur l'artisanat d'art, je rappelle juste qu'il bénéficie des allègements et des aides dont bénéficient toutes les autres entreprises et que par ailleurs nous travaillons bien avec les CMA. Je vous rejoins totalement sur la question des délais de paiement inter-entreprises. Il est indispensable d'avoir de la part des entreprises, je dirais aussi de la part des pouvoirs publics, qui ne sont pas toujours les meilleurs payeurs, des délais de paiement qui soient beaucoup plus réduits. J'ai demandé à la DGCCRF de porter une attention particulière à ce sujet. Si les parlementaires estiment qu'il faut renforcer les sanctions en matière de délai de paiement, je suis tout à fait ouvert à cette discussion. Anne-Catherine Loisier, sur les raccordements complexes, le travail est en cours et je vous confirme que nous déploierons les moyens nécessaires pour stabiliser le nombre des conseillers numériques. J'ai entendu effectivement les inquiétudes qui remontaient des territoires sur ce sujet. C'est Jean-Noël Barrot qui est chargé de mettre cela en œuvre. Franck Montaugé sur l'accord EDF. Un mot là-dessus, parce que c'est un enjeu évidemment majeur. Dans le fond, il y avait deux façons d'aborder cette négociation sur les tarifs de l'électricité. Quel est l'enjeu? L'enjeu, c'est qu'à partir de 2026, il n'y a plus d'AREN, donc il n'y a plus de tarifs régulés. Donc première option, on va dire qu'il y en avait trois. Première option, c'est de dire il n'y a plus de régulation du tout et c'est uniquement le marché. Mais comme ça n'a même pas été une option de départ pour le gouvernement, je ne la considère pas comme une véritable option, une option de papier. Deuxième option, c'est de dire EDF a été nationalisé, c'est une entreprise publique, donc il faut que les prix soient cassés, peu importe la rentabilité d'EDF, et elle peut très bien produire de l'électricité à perte. Je me suis opposé à cette idée-là, qui a beaucoup circulé. Elle est à 100% publique. Elle est à 100% à capitaux publics. Le terme de nationaliser, vous avez raison, n'est pas tout à fait approprié. Je le dis par souci de simplification. Elle est à 100% à capitaux publics. Ça ne change pas grand-chose au résultat final. Certains estimaient qu'à partir du moment où les capitaux étaient 100% publics, il fallait que l'État décide chaque année un prix le plus attractif possible, quitte à ce que l'entreprise vende à perte. Moi, je suis désolé, je ne sacrifierai pas EDF. Je vais y venir. Je ne sacrifierai pas EDF. Et je n'ai pas voulu prendre de décision qui aurait sacrifié EDF et les dizaines de milliers de salariés d'EDF. Une entreprise, qu'elle soit à capitaux publics ou à capitaux privés, ne vend pas à perte. Sinon, elle fait faillite. Et quand elle a 65 milliards d'euros de dette, c'est-à-dire que chaque année, elle doit aller lever de la dette sur les marchés avec des taux d'intérêt plus élevés, il aurait été irresponsable, je dis bien irresponsable, de demander à EDF de vendre à perte. Donc nous avons voulu, c'était la troisième option, trouver un équilibre entre la rentabilité indispensable d'EDF, la compétitivité pour les entreprises et la stabilité pour les ménages. C'est très sincèrement, je pense, ce que nous avons trouvé avec Luc Rémont, le président directeur général d'EDF, après un an de négociations. Comment est-ce que cela va fonctionner? D'abord, première différence avec le système précédent, la régulation du tarif de l'électricité va porter sur 100% de la production électrique d'EDF. C'est l'immense différence par rapport au système précédent. Et ces fameux 42 € le mégawattheure que tout le monde sort matin, midi et soir, en oubliant de rappeler un petit détail, c'est que ça ne porte que sur un tiers de la production d'EDF. 100 TWh, 110. Alors que EDF produit entre 300 et 350 TWh avec un objectif à terme de 450 TWh. Donc le reste, et nous avons expliqué les choses très clairement aux entreprises, était exposé au marché. Donc le choix était entre avoir une régulation avec un prix de référence à 70 € le mégawattheure, c'est ce que nous avons retenu, sur 100% de la production électrique nucléaire d'EDF, ou avoir un prix de référence beaucoup plus bas, mais ne portant que sur un tiers de la production électrique nucléaire d'EDF, tout le reste étant exposé au marché. Et comme j'ai l'habitude de dire les choses clairement, j'ai dit aussi très clairement que dans la situation actuelle des finances publiques,
Si les prix flambaient et prenaient 100%, ce qui peut arriver si demain vous avez une extension du conflit au Proche-Orient, l'État ne serait pas là. Car je n'ai plus les moyens de compenser une explosion des prix de l'électricité sur le marché. Donc vous avez le choix entre la sécurité ou le risque. Nous avons fait le choix de la sécurité et de la stabilité pour les entreprises comme pour les ménages. 100% de prix, autour de 70 € le mégawattheure. Ça reste trop cher pour un certain nombre d'entreprises énergosensibles. Elles sont 6600, représentant 40 TWh. À charge pour EDF, suivant des modalités que nous avons étudiées, qui seront mises en œuvre dans les 6 mois qui viennent, de trouver des solutions sous 6 mois pour ces entreprises énergo-intensives. Pour les entreprises électro-intensives et hyper-électro-intensives, des solutions ont été trouvées sous la forme de contrats de très long terme, les fameux CAPN, sur 15 ans, parce que ces entreprises ont les reins suffisamment solides pour faire une avance en tête. C'est-à-dire qu'elles prennent en fait une partie du capital d'EDF et de la production d'électricité nucléaire d'EDF, ce qui leur permet d'avoir un tarif encore plus compétitif et certainement, sans donner de chiffres, un des tarifs les plus compétitifs de tous les pays européens. Pour les consommateurs, cela leur donne de la stabilité sur les prix et l'assurance qu'ils ne seront pas confrontés à une explosion des prix comme celle que nous avons connue. Car je rappelle que si nous n'avions pas mis en place ce bouclier tarifaire sur l'électricité, une facture de 1 500 € par an, qui est à peu près la facture moyenne pour un ménage moyen en France, serait passée à 3 000 €. À 3 000 €. Nous avons mis en place un bouclier tarifaire. 40 milliards d'euros. Je peux le faire une fois, je ne peux pas le faire 2 fois. Donc il était indispensable de donner de la stabilité et de la visibilité aux consommateurs. C'est ce qui a été fait. Enfin, je rappelle que nous maintenons des tarifs régulés pour les ménages au-delà de 2026, que nous le maintenons aussi pour les TPE et grand changement majeur que vous avez tous réclamé ici. Même chose à l'Assemblée nationale. Désormais, ces tarifs régulés ne seront pas limités par le niveau de consommation des très petites entreprises à 36 kVA, mais seront ouverts à toutes les très petites entreprises, quel que soit leur niveau de consommation électrique. Il suffit d'être une très petite entreprise, c'est-à-dire moins de 10 salariés, moins de 2 millions d'euros de chiffre d'affaires. Voilà l'accord auquel nous sommes parvenus. Je pense que c'est un accord équilibré qui préserve les intérêts d'EDF, la compétitivité des entreprises et la stabilité des prix pour les ménages. Pendant les 2 ans, nous restons au système actuel et nous avons, pour être tout à fait précis, un rendez-vous dans 6 mois pour nous assurer que cet accord se traduit par des contrats pour les entreprises dans les meilleures conditions possibles. Et par ailleurs, la mise en œuvre de cet accord fera l'objet d'une clause de revoyure tous les 3 ans pour nous assurer que les prix qui ont été retenus correspondent aussi à la réalité du marché. Sur le crédit d'impôt vert, je rappelle juste qu'il s'applique très précisément à 4 types de production, les pompes à chaleur, les panneaux solaires, les éléments d'éoliennes et les batteries électriques. Donc nous avons fait le choix de restreindre un certain nombre d'activités par souci de ménager les finances publiques. Le crédit d'impôt n'est pas ouvert à l'hydrogène vert pour des raisons très simples de coûts budgétaires. Enfin, sur ChatGPT, je sais que le défi est énorme. Je pense qu'il ne faut pas baisser les bras. Je pense que nous avons des atouts sur les supercalculateurs avec Jean Zay, sur les supercalculateurs de nouvelle génération que nous travaillons avec les Allemands et les Espagnols. Nous avons des start-up très dynamiques et brillantes comme Mistral, dirigée par Arthur Mensch. Nous avons en matière de données, des données qui font référence, notamment dans le domaine de la santé, qui peuvent être très précieuses pour la mise en place de cette intelligence artificielle générative. Donc je reconnais bien volontiers comme vous que le défi est considérable. Je pense qu'il ne faut pas abandonner l'objectif d'avoir une intelligence artificielle générative européenne dans les années qui viennent. Est-ce que ce sera possible? Je ne le dis pas à 100 chances contre 100. Est-ce que nous aurons tous les éléments? Ça n'est pas certain. Prenez par exemple les GPU, les unités de processeurs graphiques. Aujourd'hui, à 92%, elles sont produites par l'entreprise américaine Nvidia. Je ne suis pas sûr que nous ayons les moyens de faire concurrence à Nvidia. Donc il y a sans doute des éléments et des blocs sur lesquels nous serons dépendants, mais nous ne devons pas renoncer à cet objectif d'avoir une intelligence artificielle générative qui soit européenne.
Enfin, je pense, Martine, sur les 70 € pour les énergo-sensibles. C'est une question effectivement majeure. Dans le fond, les électro-intensifs et hyper-électro-intensifs sont traités par les contrats d'allocation de production nucléaire de très long terme, 15 ans. Mais eux peuvent se permettre, je le disais, de faire des avances en tête. L'immense majorité des entreprises industrielles n'ont pas de sensibilité suffisante au prix de l'électricité pour que l'accord qui a été conclu leur pose de difficultés. Restent les 6600 entreprises énergo-sensibles sur lesquelles nous travaillons avec EDF à des options pour être en dessous de ces 70 € qui sont trop élevés pour elles. Merci. Donc, on va passer à des questions 3 par 3. Et je vous demande vraiment d'être concis, sinon on a une demi-heure encore avec Monsieur le Ministre et donc vous n'arriverez pas tous à poser votre question. On va entendre Frédéric Buval, Fabien Gay et Patrick Chaise. Très rapidement, s'il vous plaît. Oui, merci Madame la Présidente. Monsieur le Ministre, comme vous le savez, le Conseil interministériel aux Outre-mer, le CIOM, du 18 juillet dernier a prévu une réforme de l'octroi de mer dans un objectif de baisse des prix des produits de grande consommation, dont les modalités sont inscrites au plus tard dans le projet de loi de finances 2025. Si je souhaite vous alerter dès maintenant, c'est parce que les acteurs économiques et les élus locaux des départements d'outre-mer sont inquiets et souhaitent être eux aussi associés à cette réforme de l'octroi de mer qui sera très importante pour l'avenir de nos territoires. En effet, cette réforme aura un impact direct sur l'activité des entreprises d'outre-mer en termes d'emploi et de croissance, et plus particulièrement sur l'activité de celles qui font de la production locale et qui sont déjà confrontées à des difficultés de concurrence avec les produits importés. En outre, l'octroi de mer représente également une ressource capitale pour les collectivités locales qui financent notamment des services publics essentiels et qui financent la commande publique. La réforme de l'octroi de mer, Monsieur le Ministre, pour qu'elle soit réussie et équitable, doit être conçue de manière à compenser les pertes de recettes pour les entreprises locales, des collectivités territoriales, tout en améliorant le pouvoir d'achat des consommateurs. Ma question est simple, Monsieur le Ministre. Pouvez-vous m'indiquer comment seront associés sur chaque territoire les acteurs économiques et les collectivités locales pour que cette réforme d'importance soit réussie en Outre-mer? Merci. Merci. Fabien Gay. Merci Madame la Présidente. Bonjour Monsieur le Ministre. Très heureux de vous revoir. Très heureux de vous revoir. On vous voit, je le dis, pas assez. Bon, je ne reviens pas sur EDF, tout ça. Je suis obligé d'aller à la serbe. J'ai 40 secondes. Donc, moi j'entends, quoi qu'il arrive, vous traversez toutes les crises, Monsieur le Ministre, vous restez droit dans vos bottes et sûr de vos convictions. Il n'y a rien qui peut vous ébranler. Vous continuez sur la politique de l'offre. Bon. 13 millions de précaires, et y compris 6 millions de pauvres. Les aides alimentaires qui explosent, tout ça, bon. Et les précaires énergétiques, bon. Et on a une question qui est centrale, c'est la question du salaire. Vous ne répondez que par à-coup, par chèque, ou par intéressement, investissement, tout ça, actionnariat salarié. Vous êtes déclaré à un moment favorable à l'augmentation des petits salaires. Donc moi, je voulais savoir, bon, vous posez beaucoup de fois la question, vous faites beaucoup de petits déjeuners avec le patronat pour exiger l'augmentation des salaires, mais ça ne marche pas. Est-ce qu'il ne faut pas passer par la loi à un moment donné une augmentation significative du SMIC qui déclencherait une conférence sociale partout en France? Et en 10 secondes, Atos, quand même, dont on parle beaucoup, spécialiste du numérique décarboné. Là, on ne peut pas dire que c'est un fleuron industriel, mais on ne peut pas dire que les dernières semaines, les derniers mois, voire les dernières années, c'est la question industrielle qui a prédominé. Là, on pourrait dire que c'est l'appât du gain. Vous voyez, pourquoi rester opposé à une potentielle renationalisation temporaire pour sauver Atos? Parce que là, c'est un de nos gros fleurons. Voilà, je vous remercie. Patrick Chaise. Merci Madame la Présidente. Monsieur le Ministre, 3 questions rapides. Tout d'abord, la question du déploiement du très haut débit à Mayotte. Mayotte est le dernier département français à ne pas disposer d'un projet financé. Alors que les élus ont enfin déposé leur dossier, il est collectivement admis qu'un financement dans le cadre du FSN doit leur être réservé. Or, le projet de loi de finances 2024 occulte ce projet. Donc je voudrais savoir s'il ne serait pas opportun qu'au moins une autorisation d'engagement soit inscrite pour rassurer les élus et permettre le démarrage de l'opération. Deuxième sujet, la Poste. La Poste assure 4 missions de service public qui doivent faire l'objet de compensations financières. Le service universel postal est sous-compensé de 20 millions d'euros, mais je voudrais surtout attirer votre attention sur la mission aménagement du territoire,
qui, si l'on se réfère à l'objectif du contrat de présence postale, est sous-compensé dans la maquette de 15 millions d'euros. Si on se réfère à l'estimation, et si on se réfère à l'estimation de l'ARCEP, c'est plus de 190 millions d'euros qu'il manquerait. Ceci est d'autant plus inquiétant que le montant alimente un fonds adossé au contrat de présence postale qui est directement injecté dans les territoires par l'intermédiaire des commissions départementales de présence postale territoriale. Et enfin, troisième sujet, l'ARCEP. Le projet de loi visant à sécuriser et à réguler l'espace numérique, toujours en cours de discussion parlementaire, trouve déjà ses premières applications budgétaires dans le cadre de ce nouveau projet de loi de finances. Les différentes autorités nationales de régulation chargées de faire respecter les règlements européens sur les services et les marchés numériques bénéficieront dès 2024 d'une hausse de leur budget de fonctionnement ou de leur effectif afin de faire face à leurs nouvelles obligations, en particulier l'ARCOM, la CNIL et l'autorité de la concurrence. Alors que d'importantes et nouvelles attributions sont confiées à l'ARCEP en matière de régulation des opérateurs d'informatique en nuage et d'intermédiation des données, deux marchés à fort potentiel de croissance et dont le bon développement est indispensable à l'attente de la souveraineté numérique de notre pays. Aucune hausse supplémentaire, ni de moyens, ni d'effectifs n'est envisagée. Cette absence est d'autant plus préjudiciable que l'ARCEP devra se saisir de ces nouvelles attributions dès 2024, alors qu'elle ne dispose pas de compétences internes pour le faire. Or, pour devenir gendarme des données, lorsqu'on est gendarme de la fibre, le chemin est long. Et vous savez comme moi qu'un gendarme disposant simplement de son uniforme pour faire son travail, sans avoir les moyens de faire respecter la loi, n'ira pas bien loin. Alors, Monsieur le Ministre, comment expliquez-vous cette situation? Êtes-vous favorable à une correction de cet oubli dans le cadre de l'examen au Sénat de ce projet de loi de finances? Je vous remercie. Merci. Monsieur le ministre, je vous propose de répondre à ces questions de 3 commissaires, parce qu'il n'y en a pas que 3 de questions. Je vais commencer par la dernière question de Patrick Chaize. Moi, je vais vous dire, je ne suis pas favorable à des augmentations de dépenses, que ce soit pour l'ARCEP ou pour qui que ce soit. Donc je veux bien que les autorités indépendantes nous demandent plus de moyens, mais à un moment donné, il y a 2 fils qui se touchent. On nous dit, notamment sur ces bancs de l'Assemblée, et je vous en remercie, qu'il faut des comptes mieux tenus, qu'il faut réduire les dépenses, qu'il faut réduire la dette. Je suis entièrement d'accord. Faites-moi des propositions d'économie. Je les reprendrai. Faites-les-moi. Faites-les-moi. Mais je ne peux pas envisager d'augmentation systématique des moyens des autorités indépendantes parce que ce serait contradictoire avec mes objectifs de réduction de la dette et des déficits. Sur le très haut débit à Mayotte, je verrai le président de Mayotte la semaine prochaine. Donc là, nous avons un sujet d'équité majeur. Donc évidemment, la question sera traitée. Frédéric Berval, très rapidement, que les choses soient bien claires, je ne ferai pas de réforme de l'octroi de mer sans les élus locaux et sans les entreprises locales. Ça n'a absolument aucun sens. Les élus locaux vivent de cet octroi de mer. Il n'y a pas de compensation possible pour des montants aussi importants qui s'élèvent de mémoire à 230 millions d'euros. Donc il est impératif de faire cette réforme avec les élus locaux et avec les acteurs économiques locaux, avec pour objectif d'introduire les premières dispositions dans le PLF 2025. Fabien Gay, d'abord, c'est un plaisir de vous revoir. Un plaisir partagé. Ensuite, c'est trop rare. Je vous rassurer tout de suite, je ne suis pas quelqu'un de droit dans ses bottes, je suis quelqu'un de constant. Je me méfie des gens droits dans leurs bottes. Parfois, il faut savoir, pas parfois, tout le temps, écouter, corriger ce qui peut être corrigé. Je n'ai de cesse de le faire tout en restant fidèle à la ligne de politique économique qui est celle du gouvernement. Mais bien entendu que l'inflation a un impact extrêmement important sur les populations les plus fragiles. Bien entendu que nous n'avons pas hésité à maintenir l'indexation de toutes les prestations, de tous les minima sociaux pour protéger ceux qui en avaient le plus besoin et pour faire face au risque d'explosion de la précarité qui est lié à l'inflation. L'inflation, je le redis, c'est un drame pour les ménages les plus modestes. Pour ceux qui ont le moins d'opportunités, pour ceux qui n'ont pas d'emploi, et les moyens de faire face sont extrêmement limités. C'est là que la solidarité nationale doit jouer à plein. Je pense que nous avons fait ce qui était nécessaire. Sur les salaires, moi je constate qu'il y a une augmentation en moyenne de 4,3% au dernier trimestre 2023. Donc les entreprises continuent d'augmenter en moyenne les salaires. Ensuite, là, nous divergerons, c'est qu'il y a 2 options pour que les salaires continuent d'augmenter. Je pense que je partage totalement votre préoccupation qui est d'augmenter les salaires.
et de faire en sorte que le travail paye davantage. Mais on peut le décréter par la loi, je comprends que c'est ce que vous proposez, avec un SMIC qui sera fixé par la loi, là c'est pas compliqué, nous aurons une explosion du chômage. Ce n'est pas ce que je souhaite, parce que ce n'est pas le législateur qui décide du montant auquel doit être payé un salarié. Sinon, il y a un salaire minimum, oui, mais ce n'est pas nous qui décidons du montant des salaires, ce sont les entreprises. Et je pense que si nous changeons de politique, nous risquons fort d'avoir une explosion du chômage. La deuxième chose, c'est que la meilleure façon d'avoir des salaires plus élevés, c'est la réindustrialisation. Et c'est la productivité. Si vous améliorez l'industrialisation et la productivité du pays, vous créez plus de valeur, donc il y a plus de prospérité et des salaires qui sont plus élevés. Enfin, la troisième question qu'il faut se poser, c'est évidemment celle des charges sociales. C'est une question beaucoup plus structurelle. Mais dans le fond, cotisation, j'étais déçu de ne pas entendre cette remarque. Donc, cotisation, c'est pour ça. D'où mon sourire. Je suis satisfait d'entendre. Donc, je me corrige tout de suite pour bien montrer à Fabien Gay que je ne suis pas droit dans mes bottes et raide comme un coup de trick. Cotisation et pas charge. Il est évident que lorsque le salarié regarde son bulletin de paye et qu'il voit la somme des lignes et ce qu'on lui retire par rapport à son salaire brut, il se demande est-ce que j'en ai pour mon argent ? C'est une des grandes questions du modèle social français. On ne va pas la régler ici, mais je pense que c'est une des grandes questions du modèle social français. Merci de me rappeler à mes devoirs. Atos. D'abord, petit rappel, Atos est une entreprise à 100% privée. On parlait d'EDF tout à l'heure, 100% capitaux publics. Atos est une entreprise à 100% à capitaux privés. Donc ce n'est pas l'État qui gère Atos. Ensuite, Atos a deux types d'activités. On dit Atos, on a le sentiment qu'Atos ne fait que des activités ultra stratégiques. Non. Il y a une part d'activité qui est stratégique, qui est dans la branche dite évident, qui comprend deux sous-branches. Le digital, avec le cloud de confiance, les systèmes d'information, et la branche qui est sans doute la plus sensible, qui est la branche des supercalculateurs, HPC, dite branche BDS. Et vous avez toute une autre part d'activité qui, elle, n'a pas de sensibilité particulière, qui est l'activité d'infogérance, c'est-à-dire de stockage de données non sensibles. C'est ce qu'on appelle Tech Foundation. La direction d'Atos a fait le choix de diviser son activité en deux grandes parties, Tech Foundation et Évident. C'est la responsabilité du conseil d'administration d'Atos. Ce n'est pas la responsabilité de l'État. Moi, ma seule responsabilité, et croyez-moi, je l'exercerai avec toute la fermeté nécessaire, c'est de m'assurer que les activités stratégiques d'Atos restent sous contrôle français. Et j'ai les moyens de le faire grâce au décret sur les investissements étrangers en France pour m'assurer que le capital d'Atos sur les activités stratégiques reste sous contrôle exclusif de la France. Merci. Alors on va passer Yannick Jadot, Henri Cabanel et Daniel Laurent. Rapidement, s'il vous plaît. Merci Madame la Présidente. Monsieur le Ministre, le comité chargé d'évaluer les réformes de la fiscalité du capital, vous le savez, vient de rendre son rapport. Il est sans appel. Le passage de l'ISF à l'IFI et le prélèvement forfaitaire unitaire sur le capital nous coûte en 2022 4,5 milliards, n'ont absolument aucun effet sur l'investissement et les salaires et ont au contraire augmenter très significativement les dividendes et l'accroissement des richesses des très hauts patrimoines. Vous nous dites que vous n'êtes pas raide comme un coup de trick. Il y avait déjà la promesse du président de la République qui était de dire s'il n'y a pas d'effet sur l'investissement, nous reviendrons sur ces mesures. Est-ce que vous êtes prêt à revenir sur ces mesures qui nous permettraient d'avoir un peu plus de souplesse sur les recettes? Et puis, par exemple, en mettant en œuvre ce qu'ont proposé Madame Mahfouz et Monsieur Pisani-Ferry, un impôt exceptionnel pour financer la transition écologique. Deuxième petite question, mais très courte, une phrase. L'accord UE-Mercosur, votre secrétaire d'État au commerce dit à peu près tout et son contraire sur l'accord de la France sur UE-Mercosur. Est-ce que vous pouvez nous garantir que la France ne va pas s'engager dans ce mauvais accord au regard des conditions qu'il a aujourd'hui? Merci Henri Cabanel. Merci Madame la Présidente.
Monsieur le ministre, la crise de l'immobilier, avec notamment le taux d'usure qui empêche de nombreux ménages à passer à l'acte d'achat, affecte l'économie en général, avec un effet papillon sur tous les corps de métier liés à l'immobilier. Et je ne parle pas donc de la chute des droits de mutation qui impactent les budgets des départements. Vous avez indiqué vouloir solvabiliser un grand nombre de ménages pour leur permettre d'acheter un bien et surtout de faire construire. Quelles sont les solutions pour faire redémarrer le marché ? Dans vos propos liminaires, vous avez expliqué, et je suis d'accord avec vous, qu'il n'y aurait plus de subventions publiques sur les productions hors Europe. Vous n'êtes pas sans savoir, en ce qui concerne les énergies renouvelables, que la Chine a un stock de panneaux solaires important. Je crois que ça s'élève à 200 millions de panneaux solaires qu'ils souhaitent donc mettre sur le marché et mettre en péril certainement des entreprises françaises et européennes. Dois-je comprendre que sur les projets privés, tous les projets qui auront des panneaux solaires chinois ne seront pas subventionnés? Et enfin, dernière question, vous l'avez dit aussi dans vos propos liminaires, vous êtes légitime pour penser à une croissance de 1,4% sur l'année 2024, alors que les institutions économiques comme la Banque de France prévoient 0,9, que l'Observatoire des conjonctures économiques prévoit 0,8. Mais quels pourraient être les arguments qui pourraient vous donner raison? Merci. Daniel Laurent. Oui, madame. L'industrie dans le cadre de la loi de finances pour 2024. L'article 28 du texte initial prévoit une nouvelle réduction pérenne de 25 millions d'euros dès 2024, avec d'autres réductions envisagées pour les années à venir. Pour mémoire, la taxe affectée au CCI est passée de 1,350 milliard d'euros en 2013 à 525 millions d'euros en 2023. 2 prélèvements exceptionnels sur fonds de roulement ont été opérés, 170 millions d'euros en 2014 et 500 millions d'euros en 2015. Quant aux effectifs, ils sont passés de 25 000 en 2013 à 14 000 en 2023. Et malgré cela, le président de la CCI de Charente-Maritime me disait encore tout faire pour préserver leur mission de proximité dans les bassins économiques de nos territoires. Elles sont également mobilisées, vous le savez, monsieur le ministre, sur nombreuses politiques publiques prioritaires de l'État. Comme vous le savez, ces missions de service public sont déficitaires, alors qu'elles viennent de signer un contrat d'objectifs et de performance avec l'État, déterminant l'exercice de leur mission pour les 4 prochaines années. À niveau de ressources stables, le réseau des CCI ne pourra pas faire face à une nouvelle diminution de sa ressource fiscale. Ces préoccupations sont également partagées par les chambres des métiers et de l'artisanat et les chambres d'agriculture. Monsieur le ministre, merci de votre réponse. C'est à vous, monsieur le ministre, pour répondre à ces 3 collègues. Alors, Yannick Jadot, sur la fiscalité du capital, j'ai évidemment une vue un peu différente. Moi, j'estime, et le rapport, on peut le lire dans le sens que l'on veut, que la mise en place du PFU, qui, je le rappelle, est dans la moyenne des pays européens et reste supérieure à un certain nombre de pays européens, Allemagne comprise, est essentielle pour l'attractivité de notre pays, essentielle pour la création d'entreprises. Et donc ces réformes fiscales ont eu un impact très positif sur l'attractivité du pays, les investissements donc, qui viennent en France et la création d'entreprises. Donc à mes yeux, la stabilité étant une vraie vertu en matière fiscale, nous aurions tout intérêt à maintenir ces dispositifs fiscaux en l'état. Sur le Mercosur, je vous confirme la fermeté du gouvernement. Je pense qu'il serait un peu paradoxal de défendre la production en France et en Europe et dans le même temps d'ouvrir la voie à la signature d'accords de libre-échange qui ne garantiraient pas le respect de ces productions en France et en Europe. Donc il n'y a pas d'inquiétude à avoir sur la fermeté du gouvernement en la matière. Henri Cabanel, sur le marché du logement, je ne vais pas reprendre ce que j'ai déjà indiqué. Je pense que c'est une priorité absolue. Ça suppose de bouger un certain nombre de curseurs qui ne sont pas simples à faire bouger, notamment d'assouplir un certain nombre de règles dans le cadre du Haut Conseil de stabilité financière. J'en discute avec le gouverneur de la Banque de France et avec les personnalités qualifiées. Mais je le redis, il y a urgence à construire plus vite de meilleurs logements partout où la situation est tendue en France. Ensuite, sur ce que vous dites sur les panneaux solaires, j'ai peur qu'il faille l'étendre aux pompes à chaleur, ou au moins certaines parties des pompes à chaleur.
aux composants d'éoliennes, surtout depuis les difficultés qu'a rencontrées l'entreprise Siemens, et aux véhicules électriques. Donc moi, je suis favorable à une mesure très radicale qui consiste à accorder des aides aux produits à contenu européen. Alors je sais que ça se heurte à des totems absolus de la construction européenne, mais les totems sont faits parfois pour être renversés. Et je considère que nous aurions tout intérêt à nous battre dans les mois qui viennent, il va y avoir les élections européennes, pour que les aides soient réservées à des produits industriels à contenu européen. C'est ce que font les Américains, c'est ce que font les Chinois. Ça ne ferait que rétablir la balance entre les 3 grands continents économiques de la planète. Je ne vous dis pas que ce soit gagné, je pense que c'est difficile, mais je suis très favorable à cette orientation-là, même si elle est, Yannick Jadot le disait tout à l'heure, compliquée du point de vue juridique, compliquée du point de vue politique, compliquée du point de vue du Parlement européen également. Il faut juste mesurer que si on ne prend pas les décisions commerciales nécessaires, nos propres industriels ne pourront pas résister à la concurrence de certains produits où il y aura du dumping en termes de prix. Enfin, sur la croissance, notre chiffre est proche de celui avancé par l'OCDE, 1,2 points pour la France pour 2024, et le FMI qui nous met à 1,3 pour 2024. Donc nous avons d'autres éléments positifs qui sont annoncés par les instituts de conjoncture. Enfin, Daniel Laurent, sur les CCI, j'ai accepté que nous revoyions notre copie sur les budgets de la CCI, des CCI. Donc les CCI n'ont pas d'inquiétude particulière à avoir. Je rappelle juste que nous avons réussi à engager une réforme structurelle des CCI qui a ramené le budget des CCI de 1,3 milliard à 525 millions d'euros. Je n'ai pas le sentiment que ça ait affecté la croissance économique de notre pays. Je n'ai pas le sentiment que ça ait affecté la création d'emplois dans notre pays. Peut-être, mais c'est quasiment 1 milliard d'euros d'économie. Toute économie est difficile. Il n'y a pas d'économie facile. Toute économie est difficile. Mais quand je regarde les économies que nous avons réussi à faire, et je salue d'ailleurs l'engagement des CCI qui se sont engagés de manière très volontariste dans cette voie-là, le milliard d'euros d'économies que nous avons fait et les résultats économiques, je pense que nous avons fait avec les CCI, en accord avec elles, œuvre utile. Maintenant, une fois encore, je constate que la charge semblait trop lourde et la marge trop haute pour l'année 2024. Nous avons donc révisé notre copie. Alors nous passons à Bernard Buis, Jean-Claude Tissot et Rémi Cardon. Merci, Présidente. Rapidement, 2 questions, Monsieur le Ministre. Au 31 décembre 2023, le titre restaurant ne permettra plus d'acheter des denrées non périssables comme c'est le cas actuellement. Que comptez-vous faire? Une prolongation de cette utilisation est-elle envisageable? Ma deuxième question porte sur les conditions actuelles d'emprunt immobilier. Dans un contexte où la hausse des taux d'intérêt pèse sur le marché immobilier, pensez-vous que les conditions d'emprunt immobilier vont évoluer dans les semaines à venir? Oui, merci Madame la Présidente, Monsieur le Ministre. Moi, je souhaiterais vous interpeller sur le remboursement demandé à certaines communes au titre du filet de sécurité. Sur l'ensemble du territoire national, 3 425 collectivités vont devoir rembourser tout ou partie de l'acompte qu'elles avaient reçu pour un montant total de 69,8 millions d'euros. Dans mon département, la Loire, 39 communes sont concernées. Cette disposition apparaît comme particulièrement injuste pour les élus locaux, notamment car ces derniers ne disposaient pas de l'ensemble des indicateurs financiers lors du versement de cette somme, et d'autre part car l'évaluation de la santé financière des communes semble abusive au regard de la réalité du terrain, alors que les communes doivent déjà faire face à un contexte budgétaire difficile, que ce soit dû à la hausse des prix de l'énergie et la baisse continue des dotations. Ces demandes de remboursement risquent de durablement fragiliser les finances des collectivités concernées. Monsieur le ministre, est-ce que vous comptez entendre les inquiétudes des élus locaux sur ce sujet, en commençant par suspendre ces demandes de remboursement? Une deuxième question rapide, Madame la Présidente, portera sur l'économie sociale et solidaire, qui joue un rôle primordial en matière de transition sociale et écologique et qui a su être résiliente face aux crises de ces dernières années. Pourtant, les soutiens à l'économie sociale et solidaire qui figurent dans ce projet de loi de finances sont particulièrement faibles, et si on les compare aux crédits accordés aux entreprises classiques, plusieurs organes œuvrant pour l'ESS mériteraient pourtant d'être renforcés. Je pense notamment au dispositif local d'accompagnement et ou aux chambres régionales de l'économie sociale et solidaire, et cela passe indéniablement
par des moyens supplémentaires pour engager une nouvelle dynamique pour cette filière, alors que l'Espagne vient de débloquer un plan d'investissement en faveur de l'ESS de 800 millions d'euros. Comptez-vous, Monsieur le Ministre, renforcer les moyens accordés au sein de ce PLF? Et juste une phrase, vous me permettrez, Monsieur le Ministre, comme vous avez abordé l'agriculture tout à l'heure, je me permets juste d'attirer votre attention. Je poserai la question tout à l'heure à Monsieur Fesneau sur les dégâts de la tempête que vient de subir l'ouest de notre pays, avec une difficulté qu'ont rencontré les éleveurs ou essentiellement aussi les maraîchers sur les problématiques de production qu'ils vont devoir assurer aujourd'hui. Mais permettez-moi d'insister sur les minimis. De quelle manière on pourrait faire sauter, en guillemets, ces minimis pour justement pouvoir accompagner efficacement les producteurs. Merci. Rapidement, Rémi Cardon. Monsieur le ministre, il y a eu effectivement un projet de loi sur la protection du pouvoir d'achat. Voilà que le 1er janvier 2024, les titres de restaurants ne permettront plus d'acheter des produits de base comme le riz, les pâtes, les œufs, etc., mais seulement des plats cuisinés transformés, et souvent des plats industriels. Qu'est-ce que vous allez dire, Monsieur le Ministre, aux 5 millions de bénéficiaires des titres resto qui font chaque jour, parfois leurs courses, du fait qu'ils ont des difficultés au vu des pertes de salaire liées à l'inflation? Donc ça, c'est la première question. Donc, est-ce que vous allez revoir ce resserrage autour des titres restaurants? Et puis la deuxième question, c'est avez-vous des nouvelles de la promesse du président de la République sur le chèque alimentaire durable? Voilà. Merci. Monsieur le Ministre, c'est à vous. Comme vous le savez, je ne suis pas pour la multiplication des chèques. Donc, toute autre possibilité, je ne pense pas que ce soit une bonne politique sociale de multiplier les chèques. La meilleure politique, c'est celle qui crée des emplois et des emplois bien rémunérés. Mais je voudrais vous répondre sur la question très importante du ticket restaurant, question qui m'a été également posée par Bernard Buis. Ticket restaurant, il concerne, vous l'avez parfaitement rappelé, 5 millions de salariés. Il avait été prévu, dans le cadre de la loi pouvoir d'achat, à l'été 2022, d'étendre la possibilité d'utiliser ces titres restaurants pour acheter des produits alimentaires. Je rappelle que c'est un amendement parlementaire qui a ouvert cette possibilité-là. C'est très précisément l'amendement de Madame la sénatrice Puissat, qui a été adopté dans le cadre de la loi pouvoir d'achat de l'été 2022. Ce même amendement prévoyait que cette possibilité d'utiliser le titre restaurant pour acheter des produits alimentaires s'arrête au 31 décembre 2023. Qu'est-ce que je constate? C'est que si l'inflation baisse fortement, et si nous sommes, je le redis, sortis de la crise inflationniste, néanmoins, l'augmentation des prix alimentaires reste très pénalisante pour des millions de nos compatriotes. Donc je suis favorable à ce que nous prolongions au-delà du 31 décembre 2023 cette disposition permettant d'utiliser les tickets restaurants pour acheter des produits alimentaires. Est-ce que c'est simple à faire? Non, car il faut une disposition législative. Donc nous sommes en train d'étudier les possibilités législatives qui permettraient d'étendre au-delà du 31 décembre 2023 cette faculté d'utilisation des tickets restaurants. Au moment où je vous parle, je n'ai pas la solution législative, je vous le dis très simplement, mais je suis favorable à cette extension. Donc tout ça répond évidemment aussi à la question de Bernard Buis. C'est un sujet qui est évidemment extrêmement important pour des millions de nos compatriotes. Jean-Claude Tissot, sur les reprises d'acompte, nous avons pris toutes les mesures pour étaler cette charge. Aucune collectivité ne sera mise en difficulté du fait de la reprise d'acompte. La réalité, c'est que nous avions sans doute prévu des acomptes trop généreux, ce qui fait qu'un certain nombre de collectivités se sont retrouvées avec une situation financière plus favorable que prévu. Nous sommes, dans 75% des cas, sur des montants inférieurs à 10 000 euros, pour 60% inférieurs à 5 000 euros. Ça peut néanmoins mettre des très petites communes en difficulté. Je le redis, nous ferons du traitement au cas par cas. Aucune commune ne sera pénalisée par cette reprise d'acompte. Quant au de minimis, c'est un sujet extrêmement sensible. Moi, je suis évidemment toujours favorable à ce qu'on fasse évoluer les règles européennes quand il y a une catastrophe comme celle-là. Je rappelle juste qu'il vaut mieux respecter les règles européennes en la matière. J'ai le souvenir cuisant comme ministre de l'Agriculture
des fameux plans de campagne, où nous avions été obligés d'aller récupérer plusieurs centaines de millions d'euros chez des agriculteurs à qui on avait promis la Lune. La Lune n'arrive pas tous les matins et du coup il avait fallu récupérer l'argent ensuite. Donc je préfère qu'on prenne des dispositions qui soient rigoureuses du point de vue du droit communautaire pour qu'on n'ait pas à récupérer l'argent ensuite auprès des agriculteurs. Merci. On passe à Daniel Grémillet, Viviane Artigalas et Marianne Margaté. Oui, merci Madame la Présidente. Monsieur le Ministre, vous l'avez évoqué, la relance industrielle est nécessaire dans notre pays. Qui dit relance industrielle dit besoin énergétique. Qui dit besoin énergétique dit aussi des coûts abordables pour notre économie. La Commission des affaires économiques, en juillet 2022, avait d'ailleurs, sur le plan de relance nucléaire, dit et affirmé la nécessité d'avoir un plan de financement très clairvoyant. Je ne reviendrai pas sur l'Arenh, vous avez répondu, je me limiterai, même si sur l'Arenh, les 70 €, Monsieur le Ministre, c'est une augmentation de 65% par rapport aux 42%, et c'est une augmentation de 41% par rapport aux 49.3 qu'avait à l'époque voté le Sénat. Je le dis quand même parce que c'est 41% d'augmentation, 65% d'augmentation. Par contre, sur le financement du nouveau nucléaire, quelles sont vos propositions ? Aujourd'hui, il y a beaucoup de débats. Il y a un débat sur les contrats à long terme, il y a des garanties d'emprunt, il y a l'idée d'avance remboursable, il y a aussi la mobilisation du livret A. Qu'est-ce que vous, en tant que ministre de l'économie et des finances de notre pays, préconisez ? Et question aussi importante, nous allons examiner au Parlement, début de l'année, la loi de programmation sur la régulation énergétique. Est-ce que le financement de ce nouveau nucléaire en fera partie ? Merci Madame la Présidente. Monsieur le Ministre, 2024, c'est la fin des crédits associés au plan Avenir Montagne, dont l'objectif était de permettre la mise en œuvre de stratégies touristiques diversifiées et durables. On nous renvoie maintenant vers le fonds vert. Encore une fois, c'est le flou sur une politique d'adaptation indispensable pour de nombreux territoires. Or, la couverture géographique du plan Avenir Montagne n'a permis d'accompagner qu'une petite partie des territoires. Les actions issues des stratégies ébauchées doivent monter maintenant en puissance et être supportées financièrement. Et de plus, l'aide financière et en ingénierie de la Banque des territoires doit être accompagnée. Monsieur le ministre, quelles propositions avez-vous à vous faire pour ces territoires dont les besoins restent nombreux? Je vous remercie. Marianne Margaté. Merci Madame la Présidente. Monsieur le Ministre, le PLF prévoit une réforme d'ensemble des redevances perçues par les agences de l'eau, ce qui en soi est une bonne chose puisqu'il s'agit d'augmentation des moyens de ces agences de 475 millions d'euros par an. Toutefois, cette augmentation des moyens des agences ne passera pas par une augmentation de la contribution budgétaire de l'État, mais par une augmentation de la redevance sur la consommation d'eau potable qui sera due par tous nos concitoyens. Cette mesure se traduira-t-elle par une augmentation de la facture, renchérissant toujours plus le prix du mètre cube d'eau nécessaire aux premiers besoins qui, à nos yeux, devraient être, eux, gratuits. Par contre, je réagis très rapidement sur le filet anti-inflation qui a été évoqué par mes collègues. Je pense qu'il est très dommage que l'État ne revoie pas sa position. Les communes sont déjà en difficulté. Je suis sénatrice de Seine-et-Marne. 85% des communes ont une reprise d'acompte dans le département de Seine-et-Marne pour plus de 2 millions d'euros. Même si ce sont des petites sommes, ce sont aussi des petites communes qui se bagarrent tous les jours face à la hausse de la facture d'énergie, la hausse des denrées alimentaires pour faire face à l'augmentation du point d'indice. Donc c'est une mesure brutale, injuste, et je pense que c'est à l'image des dernières mesures du gouvernement à l'égard des communes, et donc une marque de mépris qui est à mon avis regrettable. Là, Monsieur le Ministre. Non, il n'y a aucun mépris des communes. Je suis désolé, je ne peux pas laisser dire ça alors que nous avons maintenu les dotations, que nous avons compensé par des ressources dynamiques les recettes qui avaient été supprimées, notamment la TVA pour compenser la suppression de la taxe d'habitation. Il n'y a absolument aucun mépris vis-à-vis des communes, mais il y a une politique financière qui est effectivement rigoureuse. Qu'est-ce que je serais comme ministre des Finances si lorsqu'il y a de l'argent qui a été donné en trop perçu, je ne le récupérais pas? Enfin, on le fait pour les ménages, on le fait pour les communes. C'est ma responsabilité de ministre des Finances. Ce n'est pas forcément très agréable, mais c'est un principe aussi de justice et d'équité vis-à-vis de l'ensemble des contribuables. Sur le plan eau, je partage l'avis en revanche que vous avez donné et je pense que les mesures que nous avons annoncées doivent permettre, et elles peuvent être complétées, de répondre à vos inquiétudes.
Viviane Artigalas, sur le plan Avenir Montagne, notre objectif est bien d'inscrire dans la durée ce plan, sinon il n'aurait absolument aucune efficacité. Donc moi je suis ouvert à toutes les propositions que vous pourrez me faire dans ce domaine. Je rappelle que j'ai dans ma vie politique toujours soutenu les communes de montagne, qu'elles ont bénéficié de dispositifs très spécifiques pour la crise du Covid. Je pense qu'elles le méritent parce qu'elles sont confrontées à des difficultés très particulières. Donc faites-moi vos propositions sur ce sujet. Daniel Grémillet, je voudrais vraiment qu'on ne fasse pas de comparaison qui crée de la confusion. On ne peut pas dire que les 70 € le mégawattheure, qui sont le prix de référence que nous avons fixé avec EDF, c'est 65% de plus que les 42 € le mégawattheure. C'est juste mathématiquement, mais c'est faux économiquement. Parce que les 42 € portent sur 110 TWh, alors que les 70 € portent sur l'intégralité de la production électrique nucléaire d'EDF. Donc faisons vraiment attention. Je rappelle le choix que nous avons fait. On peut le critiquer, on peut le discuter, c'est tout le mérite et le charme de la démocratie, mais sur des bases qui sont justes. Je n'ai pas voulu exposer les entreprises au marché pour une part de la production électrique. Ça leur donne une sécurité. La sécurité, elle a un coût. Il est le plus bas possible, mais elle a nécessairement un coût. Mais il aurait été beaucoup plus facile pour moi de dire, voilà, sur 110 TWh, on reconduit l'Arenh. L'Arenh, ça fait que des perdants. EDF est perdant, et les entreprises qui ont une part d'Arenh sont exposées pour le reste du marché à une flambée des prix électriques comme ceux que nous avons connus au cours des 2 années passées. Donc je pense que ça n'était pas la bonne solution. Sur le financement du nucléaire, l'objectif justement c'est que EDF puisse porter une partie du coût de financement de ces nouveaux réacteurs nucléaires. La décision sera prise en 2024. Les parlementaires seront évidemment associés à ces discussions. Je pense qu'on aura de longues discussions sur le sujet. Notre objectif est évidemment de minimiser le coût pour les contribuables et de minimiser le coût du capital. C'est les 2 critères que nous retiendrons pour le financement de ces nouveaux réacteurs nucléaires. Alors, si nos collègues sont concis, il reste 5 questions. Sophie Primas, Guylain Cambier, Antoinette Gull, Evelyne Renaud-Garabédian et Christian Redon-Sarrazy. Sophie Primas. Merci Madame la Présidente. Monsieur le Ministre, merci de vos explications. Je ne partage pas du tout votre vision sur la fiscalité des collectivités territoriales, mais le débat serait beaucoup trop long, y compris sur la CVAE, où je crois que c'est une erreur de couper le lien entre la fiscalité et le territoire. Ma question porte sur la réunion interministérielle de Séville sur l'espace, puisque maintenant c'est votre responsabilité à titre principal. L'accès à l'espace, c'est un élément de souveraineté très important à la fois pour la défense, pour l'observation de la Terre, pour la gestion des données. Il n'y a pas donc de sujet là-dessus. Je regrette juste qu'aucun ministre n'ait été présent à Séville pour marquer l'intérêt du gouvernement français aux questions d'espace. Un accord a été trouvé qui assure une nouvelle tranche de financement bienvenue pour Ariane et pour nos industriels. On dit d'ailleurs que c'est un accord favorable aux industriels. Néanmoins, il y a des questionnements plus généraux et des inquiétudes plus générales. D'abord, un questionnement sur l'ouverture à la concurrence obtenue par les Allemands, notamment sur les petits lanceurs, à l'heure où Ariane Espace lance Maya. La question de l'avenir de Kourou, notamment puisque à la fois le plan de tir de Soyouz, d'Avia, d'Ariane 5 sont questionnés. Quel est l'équilibre aujourd'hui qui va être retenu pour Kourou? Et puis plus généralement, des questions de relations avec nos partenaires. Est-ce qu'il y a encore une politique européenne de l'espace quand nous avons des intérêts très divergents avec nos amis allemands, avec nos amis italiens et avec les autres pays, mais qui sont moins contributeurs? Alors j'avais oublié, c'est une erreur de ma part, Laurent Duplon et puis ensuite Guylain Cambier. Excusez-moi, Madame la Présidente. Monsieur le Ministre, un temps, j'ai cru que vous étiez redevenu ministre de l'Agriculture en début du mois d'octobre, avec toutes les annonces que vous avez faites et votre déplacement au sommet de l'élevage. Merci pour les 150 €. Les agriculteurs l'apprécieront concernant les évolutions du capital du cheptel liées à l'augmentation des prix.
Vous avez modifié de façon importante la tarification du GNR en supprimant une partie de l'exonération sur les 7 prochaines années. Je suis ravi du fait, malgré tout, que vous ayez pris les 3 grandes idées de la PPL que nous avions votée au Sénat concernant les exonérations des plus-values, le relèvement des seuils du micro-BA et la DEP. Il n'en reste pas moins vrai que j'ai 3 petites questions. La première, c'est que vous aviez annoncé dans un premier temps que la compensation des 2,85 centimes d'euros d'exonération du GNR représentait 70 millions de compensation. Et puis, quelques temps après, ces 70 millions se sont transformés par 90 millions. Donc, le jeu de bonneteau des 20 millions, j'aimerais bien que vous puissiez m'apporter une petite précision parce que, personnellement, je ne la trouve pas. Le deuxième élément, c'est que je voudrais avoir de vos services ou de vous-même, si vous avez la réponse, l'évolution attendue de la consommation du GNR liée à l'augmentation des prix. Vos économistes, à mon avis, ont déjà des éclairages là-dessus, en sachant qu'à mon avis, la consommation du GNR ne va pas obligatoirement baisser, puisque avec les mesures de planification écologique, on va demander aux agriculteurs d'ensemencer plus souvent pour faire de la biomasse, ce qui, par définition, demandera un travail du sol plus important. Et enfin, vous avez annoncé un crédit d'impôt transition écologique à partir de 2025 pour avoir un 3e volet de compensation par rapport aux exonérations qui ont été supprimées. Il semblerait que vous ayez le principe de passer du B7 au B30 pour le gasoil agricole. Voir sur le B100 quels sont les contours du crédit d'impôt que vous envisagez de faire à partir de 2025 de façon à ce que les agriculteurs sachent à quelle sauce ils vont être mangés. Guilain Cambier, je suis désolée, après on s'arrêtera après Guilain parce que Monsieur le ministre doit partir. Merci Madame la Présidente, Monsieur le Ministre. Vous avez fait un plaidoyer tout à l'heure, à raison d'ailleurs, pour l'industrie verte, pour les gigafactories. Et c'est vrai que dans les Hauts-de-France, dans le Nord, on a tout un écosystème qui se met en place, il est vrai. Cet écosystème, il a besoin d'espace. Et lorsqu'on regarde justement ce plaidoyer pour l'industrie verte, je voulais faire le lien avec le ZAN, le zéro artificialisation net, pour lequel il y a eu un consensus parlementaire. Pour autant, on a des besoins d'implantation qui dépassent largement l'offre en friche, en terrain identifié. Ma question est donc, mes 2 questions pour être précis. À quand les orientations du gouvernement sur la liste exacte des entreprises industrielles que vous avez retenues et de leur consommation foncière? C'est la première question. Et de manière à réussir cet atterrissage territorial, de façon à faire de l'aménagement du territoire concerté, avez-vous une réflexion ou une orientation sur le partage justement de la taxe d'aménagement entre communes et intercommunalités pour qu'on puisse réussir ces implantations localement? Merci, Monsieur le Ministre. Monsieur le Ministre. Je n'ai pas la réponse à toute dernière question de Guilain Cambier sur les ZAN. Mon objectif est d'avoir une vision large de l'industrie verte. Si nous voulons implanter les nouvelles entreprises industrielles vertes, nous avons besoin de foncier. Et le premier obstacle au développement de l'industrie en France désormais, ce sera le foncier. Donc il est indispensable d'avoir du foncier disponible, d'avoir du foncier clé en main, ces 50 sites clés en main, si nous voulons demain développer de l'industrie. On peut très bien ne pas vouloir développer l'industrie et donc être très strict sur le foncier, c'est tout à fait cohérent. On peut vouloir développer l'industrie et donner accès au foncier, mais développer l'industrie sans foncier, ça, je ne sais pas faire. Ça me fait furieusement penser à l'industrie sans usine des années 80, on a vu ce que ça avait donné. Laurent Duplon, je me félicite parce que ça arrive rarement que nous soyons d'accord. Donc je tiens à le saluer. Comme quoi tout arrive. Donc sur le GNR, je vous confirme effectivement que nous sommes sur 2,85 centimes d'euros. Nous, notre évaluation reste à 70 millions d'euros et pas 90. Je vous confirme que l'intégralité des recettes iront à la transition écologique des agriculteurs et seront accompagnées des mesures fiscales que vous avez portées. Là aussi, je rends à César ce qui appartient à César, notamment les exonérations sur les plus-values et le BEP, qui sont 2 propositions que vous aviez faites au Sénat il y a quelques mois. Enfin, sur le B7, le B30, tout ça sera décidé d'ici fin 2024. Aucune décision n'a encore été arrêtée, mais vos propositions sont les bienvenues et je serai ravi de les reprendre comme les précédentes. Sophie Primas, sur l'espace. Je termine par ce sujet qui est évidemment un sujet totalement stratégique. Notre objectif était de garantir l'accès indépendant de l'Europe à l'espace.
Nous avons mené 3 mois de négociations intenses avec les Allemands, les Italiens. Je me suis rendu à Berlin, je me suis rendu à Rome. Et nous avons eu des discussions trilatérales entre Allemands, Français et Italiens intenses depuis 3 mois. Si je ne me suis pas rendu à Séville, c'est pour des raisons impératives d'agenda. Je pense que nous avons trouvé un bon accord qui sécurise l'accès indépendant de l'Europe à l'espace, mais qui nous fait rentrer effectivement dans une nouvelle ère des lanceurs spatiaux européens. L'ancienne ère, c'est une ère dans laquelle l'argent public est infiniment disponible et où on se dit que la rentabilité du lanceur n'a aucune espèce d'importance. Ça va très bien tant que vous n'avez pas SpaceX et Falcon 9. Le jour où vous avez SpaceX et Falcon 9, ça ne va plus. Enfin, pardon d'être assez basique, mais j'ai peur que la vie soit assez basique en la matière. Donc nous avons effectivement accepté et même promu. Ce n'est pas les Allemands qui étaient les seuls à défendre l'idée d'une compétition sur les lanceurs. Nous aussi, nous avons porté la compétition sur les lanceurs, puisque nous avons créé le programme Maya pour un futur petit lanceur réutilisable à la demande du président de la République il y a maintenant 16 mois. C'est effectivement une révolution dans le domaine des lanceurs. Nous rentrons dans la compétition et plus simplement dans la coordination à n'importe quel prix. Donc que le meilleur gagne. Il y aura un appel d'offres, ce qu'on appelle un challenge ESA, qui sera lancé en 2025. Ils regarderont où en sont les Allemands, où en sont les Français, où en sont les Italiens, et ils financeront à hauteur de 150 millions d'euros le programme qui sera le plus avancé. Que le meilleur gagne. Je souhaite évidemment que le meilleur, ce soit un lanceur français. Mais nous rentrons effectivement dans une logique très différente qui permet de garantir la compétitivité des lanceurs européens. Ça, c'est le premier point de l'accord. Ce n'est pas simplement la demande des Allemands, c'est aussi la demande des Français qui voulaient sortir d'une logique institutionnelle trop coûteuse. 2, c'est le point le plus dur, nous garantissons l'avenir d'Ariane 6. Parce qu'avant de disposer d'un futur gros lanceur, ça prendra au moins 10 ans, il faut qu'Ariane 6 puisse être sécurisé pour les 10 ans qui viennent avec des financements à hauteur de 340 millions d'euros par an. Nous avons sécurisé le financement et obtenu des réductions de tarifs de la part des PME sous-traitantes. C'est le deuxième point de l'accord. Enfin, troisième point de l'accord, vous l'avez parfaitement cité, c'est l'utilisation du site de Kourou. Nous avons obtenu de récupérer le pas de tir de Soyouz, qui pour des raisons qui n'échappent à personne ne peut plus être utilisé par Soyouz et par la Russie. Nous allons récupérer le pas de tir de Soyouz pour Maya, ce qui donne un avantage compétitif important à la France. Eh bien, merci beaucoup, Monsieur le Ministre, pour toutes ces réponses aux nombreuses questions. On a bien compris aussi que vous étiez dans l'attente des propositions que pourraient nous formuler l'ensemble des commissaires sur les questions qu'ils vous ont posées. On vous remercie. On espère vous voir le plus souvent possible dans l'hémicycle dès la semaine prochaine à l'occasion de l'ouverture des débats du PLF pour le budget 2024. Merci beaucoup.
Sans plus tarder,